Dans cette vidéo, nous allons étudier le bloc tableau de Gutenberg. Nous verrons comment le créer et le configurer, et aussi nous allons voir quels sont les pièges à éviter au niveau de ses propriétés. Je suis positionné ici dans la liste des articles et je vais créer un nouvel article. Je clique donc sur Ajouter et je crée un article que je vais appeler le bloc tableau. Je fais Entrée. Je me trouve en position d'insérer un bloc. Je vais cliquer sur le gros bouton plus ici et je vais choisir le bloc tableau. Un bloc tableau est inséré dans la page. Il me propose de sélectionner le nombre de colonnes et de lignes tout en me proposant par défaut les valeurs 2 et 2. Je vais lui demander d'afficher 4 colonnes ainsi que 4 lignes, mais nous pourrons changer cette configuration plus tard si nous voulons rajouter des éléments dans notre tableau. Je clique sur Créer un tableau et je me retrouve avec un tableau vide correspondant à la configuration que j'ai demandé. Je vais introduire des données dans mon tableau, à savoir je vais mettre des noms de musiciens ainsi que leur instrument et leur groupe. Alors, je vais commencer par taper un premier, Chris. Je peux faire tabulation normalement pour passer d'un champ à l'autre, comme ceci. Pour éviter de reprendre la souris, je refais tabulation. Tabulation, je mets le nom du groupe. Maintenant, si je tape tabulation, je passe à la ligne suivante et je continue. Donc, je vais saisir les éléments dans mon tableau, comme ceci. Voilà, et je termine cette ligne, alors sans me tromper, comme ceci, et lui c'est Earth, Wind & Fire, je vais mettre une version abrégée, et voici mon tableau qui est créé. Je peux rajouter une légende si je veux, comme ceci. Voici mon tableau créé, je vais publier mon article, comme ceci, et je vais le visionner. Je retourne donc sur le site. Au niveau de la page d'accueil, je la rafraîchis et je clique sur le lien dans la liste pour afficher mon article. Et je vois mon tableau à l'intérieur de mon article. Donc ce tableau, apparemment, par défaut, il prend toute la largeur du conteneur. Et rappelez-vous que dans le cas de ce thème, la largeur du conteneur, c'est 610 pixels. Il se positionne automatiquement. En fait, un alignement par défaut à gauche et il occupe 100% de la taille de son conteneur. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je fais intervenir l'outil adaptatif avec les touches CTRL majuscule M, comme ceci, je vais tester le comportement sur des périphériques de taille réduite. Si je réduis la taille, je vois que mon tableau s'adapte. Et à un moment donné, lorsque je vais me trouver sur un téléphone comme ici, si le viewport se réduit considérablement, à un moment donné, je vais avoir ici un curseur qui me permet de défiler le contenu du tableau. Mon tableau ne va donc pas exploser. Même si je vais dans un cas extrême, ici je suis à 331, je pense que les téléphones les plus petits, ils sont autour de 320 il me semble. Mais même si j'avais moins, je vois que mon tableau continue d'être viable, il n'est pas explosé. Je pourrais toujours le consulter, mais il faudra que je fasse glisser ce curseur. Donc c'est très bien construit, le tableau ne sera jamais explosé. Je retourne dans Gutenberg et nous allons examiner les propriétés associées à notre bloc tableau. Je vérifie que le bloc est sélectionné, c'est le cas, et je vais me tourner vers la barre latérale au niveau de l'onglet bloc et nous allons étudier les panneaux qui nous sont proposés. Tout d'abord, nous avons un panneau style dans lequel je constate encore le problème d'affichage des miniatures, mais ça c'est pas grave. Nous avons en plus de l'option par défaut une option qui s'appelle rayure et qui nous permet d'avoir un fond de couleurs différentes sur chaque ligne paire ou impaire. Ici, nous voyons le fond de la page s'afficher. L'effet n'est pas très agréable, mais sachez que si nous l'associons à un réglage de couleur, comme ici au niveau de l'arrière-plan, par exemple en choisissant cette couleur, nous allons avoir une alternance de lignes qui sera plus agréable à lire. Par contre, nous avons perdu ici les colonnes de notre tableau. Je vais mettre à jour l'article ici et revérifier au niveau du site comment cela s'affiche. Je vais dans mon article. Je vois donc que j'ai une alternance de fond de couleur au niveau des lignes de mon tableau, mais j'ai perdu l'affichage des bordures. Dans mon cas personnel, je vais revenir ici, je vais enlever le fond de couleur, je vais fermer ce panneau, et je vais aussi revenir à l'option par défaut pour garder l'affichage avec un contour. Je ferme le panneau style.
Je vais ouvrir le panneau réglage du tableau ici et nous allons examiner les réglages qui sont proposés. Tout d'abord, nous avons la possibilité de lui demander de faire un tableau avec des cellules à largeur fixe. Si je clique ici sur ce bouton, on va activer l'option et maintenant toutes nos colonnes auront une largeur fixe. C'est-à-dire que si j'augmente ici la taille texte sur une ligne, comme ceci, à ce moment-là, je vois que j'ai un passage à la ligne et que ma colonne ne va pas varier au niveau de sa taille. Par contre, si l'option est décochée, comme ici, en cliquant, je vais voir que ma colonne va essayer de s'adapter au contenu de son texte. Donc, je vais effacer ce texte ici et je vais revenir dans un cas de cellule de tableau à largeur fixe, ici pour la suite. Ensuite, nous avons une section d'en-tête. Si je clique sur ce bouton ici, il va me rajouter une ligne en haut du tableau avec des en-têtes, avec un formatage différent. Et je pourrai remplir à l'intérieur de ces colonnes les libellés que je souhaite. Je vais le faire, je mets prénom, j'appuie sur tabulation pour changer de champ, tabulation, tabulation, et ainsi je remplis les en-têtes de colonnes, comme ceci. De la même façon, j'aurai la possibilité de créer une section de pied de page en cliquant sur ce bouton ici et en remplissant les libellés. Je ne vais pas le faire dans ce cas, mais rappelez-vous que cette fonction existe. Je clique donc sur ce bouton pour annuler cette option. Ensuite, je peux créer une légende si je veux. Et la légende s'affichera en dessous du tableau. Voilà. Et maintenant, je vais mettre à jour mon article. Et je vais venir voir comment ça se présente au niveau du site. Je rafraîchis. Je vois mon tableau qui s'affiche toujours correctement avec ses en-têtes de colonnes. Je retourne dans Gutenberg. Nous en avons fini avec l'onglet bloc. Bien sûr, au niveau de avancé, tout ce que nous avons ici, nous le connaissons déjà. C'est pour ça qu'on ne s'y attarde pas. Ensuite, nous allons examiner la barre locale de notre bloc tableau. Comme nous le faisons à chaque fois, nous allons examiner les boutons de cette barre d'outils et nous nous attarderons sur ceux qui présentent une fonctionnalité nouvelle. Tout d'abord, nous avons le bouton de transformation ici. Si je clique dessus, je vois que je peux transformer en groupe ou en colonne. Il n'y a donc rien de nouveau ou de spécifique ici. Je vais cliquer sur le bouton pour refermer cette zone. Au passage, je vous signale aussi que, étant donné que nous n'avons qu'un seul bloc dans l'article, nous ne voyons pas ici à côté les boutons de déplacement de bloc, c'est tout à fait normal. Après, nous avons ici le bloc concernant l'alignement. Pour l'instant, nous allons le laisser de côté, nous y reviendrons un peu plus tard, car il y a certaines particularités au niveau de ces fonctions. On les verra donc un peu plus tard. Je vais passer au bouton suivant ici, qui s'appelle modifier le tableau, et qui nous permet de rajouter des lignes ou des colonnes dans notre tableau. Je clique pour le refermer. Pour l'utiliser, il suffit de se positionner là où l'on veut insérer quelque chose. Par exemple, je veux insérer une nouvelle colonne entre instrument et groupe. Je vais donc me positionner par exemple ici dans cette colonne. Je vais recliquer sur le bouton et je vais choisir insérer une colonne après. Je veux insérer une colonne après là où j'ai cliqué. Je clique donc sur ce bouton et je vois qu'une nouvelle colonne va se créer. Au passage, j'ai un petit problème ici maintenant avec mon libellé. C'est normal car plus je rajoute de colonnes, plus je vais avoir de problèmes de taille. Et je vais mettre ici une colonne que je vais appeler pays. Voilà, comme ceci. Et je vais rajouter des données à l'intérieur. Je pense que là, avec la flèche vers le bas, je peux passer à la cellule en dessous. Non, ce n'est pas le cas. Je passe à la colonne d'après. Alors si je fais tabulation, ça passe. Si je fais tabulation, je me promène. Donc pays, je vais mettre, alors lui c'est en anglais, UK. Si je fais tabulation, je vais passer d'une cellule à l'autre. Lui c'est un Canadien. Alors si je veux aller plus vite, dans ce cas, je pourrais cliquer ici. Lui, c'est un Américain, je vais mettre US, et lui aussi. Voilà, j'ai rajouté ma colonne. Ce qui nous amène aussi au bouton suivant ici pour le centrage du texte. Je vois que dans ma colonne pays, c'est pas très joli. Je voudrais par exemple avoir le contenu centré. Il suffit donc que je clique dans la colonne que je veux affecter. C'est le cas ici. J'ai cliqué après le cas de UK. Donc je suis donc dans la colonne pays. Je reviens ici. Et je peux cliquer sur aligner la colonne au centre et je vois que cette colonne uniquement sera alignée au centre. On agit colonne par colonne. Je vais sauvegarder l'article et faire une vérification intermédiaire au niveau du site. Donc je vois que j'ai un problème ici avec ma colonne.
car maintenant ma largeur est trop courte pour pouvoir tout abriter au niveau du contenu, mais bon, ça c'est pas grave, on verra. Soit on réduira la taille de ce libellé, soit on augmentera un petit peu la taille du tableau un peu plus tard. Je retourne dans Gutenberg. De la même façon, je pourrais aussi ajouter une ligne au tableau en me positionnant à l'intérieur d'une ligne, par exemple comme ici, après le mot Walsh, et en sélectionnant dans la zone ici, je vais prendre par exemple insérer une ligne avant, et il m'insérerait une ligne avant l'endroit où j'ai cliqué. Et de la même façon, lorsque j'ai une ligne qui est sélectionnée, comme c'est le cas ici, je peux cliquer sur supprimer la ligne, et à ce moment-là, il va supprimer la ligne du tableau. Vous avez donc la possibilité de mettre à jour votre tableau comme vous l'entendez. Ensuite, nous avons donc la zone d'alignement du texte. Nous l'avons vu avec la colonne pays comme exemple. Nous pouvons aligner le texte et ça marche colonne par colonne. Il faut sélectionner la colonne avant et ensuite sélectionner l'option d'alignement que l'on veut appliquer. Je reclique sur le bouton ici pour refermer. Après, nous avons la zone de formatage de texte. Ça, c'est classique, on ne va pas y revenir, on l'a déjà vu avec tous les blocs qui étaient liés au texte. Vous pouvez mettre un lien sur un élément, etc. Il suffit de sélectionner le texte. Il n'y a pas de souci, on sait comment ça fonctionne. Et pour terminer, ici, nous avons le menu local qui ressemble au reste. Donc, nous n'allons pas non plus le détailler puisque nous avons déjà vu comment cela fonctionnait. Maintenant, nous allons revenir sur cette zone ici que nous avions occultée au départ. Avant, je vais rajouter un petit peu de contenu dans mon article. Ici, je vais revenir sur la page d'accueil et je vais aller piquer un petit peu de texte ici, comme ceci. Je fais CTRL-C. Je vais revenir dans l'article et je vais créer un ou deux paragraphes avec le texte que j'ai récupéré pour qu'on ait du contenu. Je vais mettre à jour et je vais revenir au niveau de mon bloc tableau. Je le resélectionne et nous allons examiner le contenu de cette zone ici d'alignement. Il faut savoir qu'au départ, par défaut, les éléments HTML comme un tableau n'ont pas d'alignement. L'alignement par défaut est donc à gauche, tous les éléments s'alignent à gauche, et par défaut, ils vont occuper la taille de l'élément parent. Ça, c'est le comportement par défaut. Actuellement, notre tableau, il est aligné à gauche, même si ce n'est pas spécifié ici, c'est le comportement par défaut, et ensuite, il occupe la taille complète de son conteneur parent. Et le parent, ici, on a vu par le passé qu'il faisait 610 pixels de large. C'est le thème qui détermine ça. Actuellement, notre tableau a donc le comportement par défaut. À partir de maintenant, si nous choisissons une option ici, ce comportement par défaut va disparaître et on ne pourra plus y revenir. Je vais prendre au début grande largeur, comme ceci. Je vois que ça fonctionne. Je vais prendre pleine largeur. À chaque fois, ça marche. Maintenant, je ne peux plus revenir au comportement par défaut. Je peux revenir à une position centrée, comme ici, qui ressemblera à ce que j'avais au départ, mais je vois que je n'ai plus le comportement par défaut. Mon tableau n'occupe plus la totalité de l'espace dédié par son conteneur. Je le vois bien ici. Pareil, si je choisis aligner à gauche ou bien aligner à droite, et là je vois que je vais avoir un comportement supplémentaire. Le contenu qui suit va se mettre à gauche ou à droite en fonction du choix que j'ai pris. Donc ça, c'est un comportement un peu gênant. En réalité, c'est un comportement qui subsiste de l'ancienne version de l'éditeur. On va le voir au niveau du code. Je vais d'abord mettre à jour cet article ici. Je vais retenir au niveau du site dans mon article. Et je vois donc ce qu'il se produit. Mon tableau ici que j'ai choisi d'aligner à droite, il a un comportement de flottement à droite et tout le reste de l'article se met à gauche. Si j'examine le code ici au niveau de l'explorateur, je vais voir qu'au niveau de mon tableau que je vais aller trouver ici, au niveau de la classe Align Right, alors elle est où? Elle est ici. Je vois que j'ai un float right. Je vais baisser un petit peu pour qu'on voit mieux là. Si je décoche ici la propriété float right, je vois que mon tableau retrouve sa position. Alors là, il va être le problème, c'est qu'il va être au niveau du positionnement par défaut, mais il va être dans un conteneur qui n'a plus la taille qu'il avait avant. Donc je reviens sur float right. Ce qu'il faudrait ici dans ce cas, c'est appliquer une propriété d'effacement du flottement à l'élément suivant. Donc l'élément suivant après le figure, c'est le paragraphe. Ici, vous allez voir que si je mets artificiellement
une propriété CSS qui s'appelle Clear Boss. J'annule le flottement sur les deux côtés. Je vois maintenant que le texte va se mettre en dessous. Que méfiez-vous de ces propriétés d'alignement à gauche et à droite. Là, je m'adresse plus aux développeurs. C'est eux qu'il faudrait qu'ils prévoient dans le thème de bien gérer les classes qui sont appliquées aux éléments. À savoir que dans le cas d'un alignement à droite, il va appliquer la classe Align Right. Et dans le cas d'un alignement à gauche, il va appliquer la classe Align Left. Et pour les utilisateurs, moi je leur recommanderais soit de ne pas toucher à ce réglage ou alors d'appliquer l'option centrée. À ce moment-là, le tableau va bien s'afficher, mais il aura une taille qui va se réduire à son contenu. Vous voyez ici que la taille s'est réduite. Par contre, on n'a plus le problème ici d'espacement au niveau du libellé, puisque la place qui lui manquait, il l'a prise sur d'autres cellules. Vous pouvez aussi constater ici qu'il semble ignorer l'option cellule de tableau à largeur fixe, puisqu'elle est cochée, et je vois que apparemment mes cellules n'ont pas une largeur fixe. Si je la décoche ici, rien ne se passe. Il me semble que le CSS qui a été injecté en fait a modifié les choses, donc il faut faire vraiment attention. Sachez en tout cas que vous, au niveau de l'utilisateur du rédacteur, si vous avez activé ici une de ces options, vous ne pourrez plus revenir au comportement par défaut que nous avions, à moins, s'il en est encore temps, de jouer sur le bouton annuler ici, pour revenir en arrière un nombre suffisant de fois, pour retrouver l'état antérieur, comme il était ici. D'ailleurs, je vais resélectionner mon tableau et je vais voir ce qu'il se produit si je décoche cellule de tableau à largeur fixe. Je vois maintenant qu'il s'arrange pour m'afficher le mot instrument en entier. Alors, suivant le cas, vous aurez besoin ou pas d'utiliser cette option cellule de tableau à largeur fixe. Et si jamais par cas, imaginons que vous avez un tableau très très long, vous venez de passer un quart d'heure ou 20 minutes à remplir votre tableau, et que par erreur vous avez activé une fonction ici de centrage, et que vous vouliez revenir à la situation antérieure et que vous n'avez plus assez d'étapes disponibles ici dans le menu annuler et que vous n'avez pas non plus assez d'espace disponible dans le menu des révisions, sachez qu'il existe une manière un peu sauvage de revenir à l'état antérieur. Il suffirait de faire apparaître le code du bloc, c'est-à-dire qu'avec le raccourci CTRL-SHIFT-ALT-M ici, je me mets en mode d'affichage du code. Ici, ce n'est pas le code HTML, c'est le code JavaScript qui va servir à générer le tableau. À ce moment-là, il suffirait ici, dans l'objet JavaScript qui est affiché dans le bloc d'ouverture de la table, de supprimer la propriété Align Center avec la première virgule. Donc je vais le faire, supprimer. Et aussi de supprimer la classe Align Center qui est ajoutée à l'élément figure, comme ceci. Et d'enregistrer donc en mettant à jour l'article au niveau de la base de données et je vais refaire le raccourci inverse CTRL-SHIFT-ALT-M pour rebasculer dans le tableau et je vois que mon tableau a été rétabli. Cela doit vraiment rester la solution de la dernière chance et il faudra s'efforcer de ne pas faire d'erreur au niveau du code car Gutenberg vous le pardonnerait pas, donc soyez prudent vraiment. Si vous avez un doute lorsque vous voulez manipuler un tableau que vous venez de rentrer, à ce moment-là, avant de tester, vous le dupliquez, comme ceci, dupliquez. Vous faites des tests sur un tableau, et puis s'il y a un problème et que vous ne pouvez pas revenir en arrière, à ce moment-là, vous effacerez le tableau. Par exemple, ici, je bricole, je mets centré, et puis je ne peux plus revenir en arrière. Eh bien, je prends le tableau, je retire le bloc, et j'ai toujours celui que j'ai dupliqué. Donc ça, c'est à vous de voir, de vous organiser. Pour en terminer avec ce bloc tableau, sincèrement, moi je vous conseillerais de garder la taille par défaut qui est affectée, c'est-à-dire de ne pas toucher à ce menu, ou sauf vraiment dans un cas particulier. Et à ce moment-là, vous vous arrangerez à mettre le tableau dans un élément qui aura une taille spécifique. Et ça, nous le verrons plus tard lorsque nous utiliserons les blocs colonnes ou les blocs layout. Et nous essaierons de faire des mises en page un peu plus spécifiques avec des colonnes. Et nous pourrons mettre des tableaux dans une colonne. Et c'est la colonne qui donnera sa taille au tableau. Voilà pour ce qui concernait le tableau. J'espère que ça n'a pas été trop long. C'est un peu plus long que j'avais prévu. Mais bon, il fallait vraiment parler de toutes ces propriétés. Nous allons donc en rester là pour le bloc tableau. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer.